Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 10e épisode du Sub Show dédié à la 39e saison de Survivor Island of the Idols. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, comme toujours, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, m'acheter sur Twitch, sur Facebook ou laisser vos commentaires, tout se trouve en dessous de vidéo. N'oubliez pas non plus de laisser vos commentaires sur les vidéos les plus récents, comme ça je suis capable d'en faire un meilleur suivi et de vous répondre le plus rapidement possible. D'ailleurs, la moitié de cette vidéo-ci va être consacrée probablement à l'une de vos questions, donc ça va me faire super plaisir d'y répondre. Mais je vais commencer par le dernier épisode où ce qu'on a vu évidemment Karishma se faire éliminer. Je vous l'avais dit dans mon dernier Seb Show par rapport à Survivor que c'était elle que j'avais le sentiment par rapport à la façon dont le show était monté, les previews étaient montrés, que ça allait probablement être elle, que dans le fond, il semblait indiquer que ça allait pas être elle, alors c'était nécessairement elle. Des fois, c'est un petit peu ambigu dans le sens que parfois c'est pas ça qui se passe, mais la production, qu'on le veuille ou non, utilise certains stratagèmes comme ça pour induire le public en erreur, pour qu'on s'attende à certaines choses et que finalement ça soit autre chose qui survienne. Sauf que dans ce cas-ci, je sentais réellement que Karishma était vraiment en difficulté. Je pense qu'elle aurait peut-être pu s'en sortir, mais la façon dont le vote de tribu est allé, c'était un petit peu difficile pour elle. Mais c'est pas de ça que je veux vraiment vous parler aujourd'hui, c'est de la stratégie des Loved Ones. Donc, de la visite des familles, des gens qui dans le fond, les pères, mères, amis, sœurs, frères qui peuvent se présenter à ce stade-ci dans le jeu. Parce qu'il y a tout un débat qui fait rage de dire est-ce que c'est une bonne stratégie de gagner les Loved Ones, de gagner cette compétition-là? Est-ce que c'est une mauvaise stratégie? Comment qu'on l'applique? Qu'est-ce que les joueurs devraient faire? Donc, évidemment, c'est toujours une grosse conversation que les gens ont par rapport à cet événement-là précis. Et généralement, beaucoup de joueurs ne réfléchissent pas quand ils arrivent dans cette compétition-là. Ils se donnent à plein, ils veulent passer du temps avec la personne qu'ils aiment et ils oublient le jeu. Mais c'est un jeu stratégique. Et en mon sens, cette compétition-là est hautement stratégique. Dans le sens que ça peut définir le endgame. Souvent, c'est une compétition qui est très loin dans le jeu. Donc, souvent, il ne reste pas beaucoup de joueurs, entre 6 et 8 habituellement. Donc, c'est une compétition qui peut être importante pour forger des alliances, pour raffermir des alliances, pour se faire amener en finale. Et ça prend un certain doigté. Parce que y a beaucoup de gens, comme je vous disais, qui veulent, dans le fond, que les gens disent que c'est mieux de gagner ça pour essayer de raffermir certaines alliances. Il y en a d'autres qui disent que c'est mieux de perdre pour pas se mettre personne à dos. Moi, à mon sens, l'affaire, c'est que c'est très subjectif selon la situation. Donc, il faut être capable de t'adapter face à la situation dans laquelle tu te trouves. Et selon ta situation en tant que joueur, tu devrais prendre la position de soit ne pas gagner cette compétition-là, soit de la gagner. Je vous en parle évidemment parce que le dernier épisode de Survivor, il y a eu la visite de la famille et des amis, des personnes que les joueurs aiment. Donc, je sais pas comment vraiment le traduire en français, fait que je suis comme, je vais dire Lost One, mais bon, j'aime pas utiliser le terme anglophone vraiment là-dedans. Donc, l'affaire quand je dis qu'il faut que les joueurs s'adaptent, c'est que, par exemple, si vous êtes dans les 6 derniers, vous avez une alliance de 4 personnes. Vous êtes dans une alliance qui domine. De gagner les Loved Ones est extrêmement dommageable à votre game. Parce que nécessairement, tu ne peux pas emmener tout le monde voir les personnes qu'ils aiment. Et c'est d'ailleurs pour ça que la production met cette twist-là de dire il faut juste que tu en choisisses un ou deux, puis c'est tout. Généralement, c'est deux. En fait, la production s'arrange toujours, en tout cas, globalement, pour essayer de splitter ça moitié-moitié. Donc, s'il y a 8 joueurs, ben, il y en a 4 qui vont être capables d'avoir la récompense, 4 qui vont pas l'être. Et donc là, ça peut créer la dissension, mais de façon un peu plus équitable. S'ils sont 6, c'est 3-3. Généralement, c'est toujours un peu dans cette idée-là. C'est-à-dire qu'il y a 3 personnes qui ruminent de leur bar, il y en a 3 qui sont bien heureuses. Et ça peut créer un changement de dynamique là-dessus. Donc, si vous êtes dans une alliance de 4,
sur 6. Ben, de gagner cette compétition-là de Love Swan vous met en péril. Pour la simple et bonne raison que vous allez faire quelqu'un de mécontent. Il y a quelqu'un qui va se dire finalement, il arrête pas de me dire que je suis allié avec lui, mais il s'est collé de moi quand il a gagné la compétition. Et ça, c'est dangereux parce que cette personne-là connaît un peu plus vos secrets, connaît un peu plus votre stratégie, qui allait partir le prochain, comment que ça allait se dessiner. Et ça devient vraiment, vraiment dommageable pour votre game. De l'autre côté, si vous êtes un joueur solo, que tout le monde vous cible, que vous êtes un peu comme Rick Devon la saison passée, ben de gagner le Love One peut vous aider sur 2 points. La première, peut-être réussir à twister 2 personnes pour dire ouais, ben on pourrait l'emmener plus loin dans le jeu. Fort probablement que ça n'arriverait pas, mais ça peut être une possibilité. Vous pouvez du moins risquer cette stratégie-là. L'autre alternative, c'est que vous pouvez gagner des votes pour le jury. Donc, le jury pourrait vous dire, ben écoute, les 2 personnes que vous avez emmenées, si vous vous rendez jusqu'en finale, vont peut-être dire, ouais, ben, il a été fin, il nous a donné la chance de voir les personnes qu'on aime, fait qu'on va lui donner 1 million. Si vous vous rendez à la fin, bien évidemment. Fait que c'est pour ça que je vous dis, il y a toute une dynamique de savoir où est-ce que vous vous trouvez dans le jeu, comment vous vous trouvez dans le jeu, quelles sont vos alliances, quels sont les gens qui veulent vous éliminer, et de prendre une décision logique par rapport à ça. Les joueurs, malheureusement, prennent généralement pas cette voie-là. Ils vont all-in, ils font comme « Ah, il faut que je voie la personne que j'aime, il faut que je le voie. » Alors qu'ils devraient prendre une tendance différente. Peut-être un peu comme Johnny Fairplay l'avait fait à Pearl Island avec l'histoire de sa grand-mère décédée, ce qui avait amené de la pitié par rapport aux autres joueurs, sur lequel il avait réussi à jouer sur la corde sensible de certains joueurs, ce qui a permis de se rendre jusqu'à dans les 3 derniers. Et fort probablement que si Liliane avait pris la bonne décision d'éliminer Sandra au-dessus de Johnny Fairplay, ben Johnny Fairplay aurait gagné la saison. Mais Liliane n'a pas voté stratégiquement, elle a voté avec son cœur. Fait que bon, ça c'est une autre histoire. Mais c'est ça. Donc, de se lancer dans cette compétition-là de cœur, vous passez à côté de l'opportunité de vraiment créer quelque chose pour avantager votre game. Ou du moins la raffermir au minimum. Donc, comme je vous dis, il y a plein d'opportunités et c'est beaucoup mieux d'être la personne qui se fait amener si vous n'êtes pas en danger que la personne qui gagne et qui amène. Et là, à ce moment-là, ça met une cible dans votre dos parce qu'il y a des gens qui sont frustrés. Si les gens sont déjà frustrés contre vous, et là, je reprends l'exemple de Rick Devon, si tout le monde veut vous éliminer puis ils se calissent de vous, ben, de gagner la compétition ne peut pas vous faire de tort. Dans le sens qu'il y a personne qui va être encore plus frustré par rapport à vous. Il y a probablement que vous n'avez aucune opportunité qui s'en vient, à part le fait de gagner des immunités en ligne. Donc, rendu là, de risquer de gagner cette compétition-là et de peut-être créer quelque chose ou de au moins peut-être récupérer certains votes pour la finale, ben, ça peut être intéressant. Donc, pour moi, c'est pas noir ou blanc. Est-ce qu'il faut le gagner? Est-ce qu'il faut pas le gagner? Moi, personnellement, je m'adapterais vraiment selon la situation, selon comment je me sens dans le jeu. Et malheureusement, on le voit pas beaucoup. J'aimerais voir beaucoup plus de stratégie lors de cette compétition-là parce que pour moi, c'est une compétition qui est hautement stratégique. Probablement l'une des plus stratégiques dans la saison tout entière. Parce que c'est une compétition qui détermine et qui montre facilement qui est avec qui. Et rendu si loin dans le jeu, ça peut vraiment jouer contre vous. Ça peut jouer vraiment à votre avantage. Ça dépend. Donc c'est cet épisode-là, j'en ai parlé aussi dans le passé. Je trouve toujours que c'est un épisode qui est le fun de revenir, de revisiter, de rediscuter un peu de cette twist-là par rapport à la famille. Parce que pour moi, c'est vraiment un gros enjeu que les joueurs ne considèrent pas comme tel, ne considèrent pas comme étant un très gros enjeu. Donc, c'est sûr que on ressent pas vraiment l'aspect stratégique derrière. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça sincèrement dommage parce que ce serait une excellente opportunité de voir un joueur être capable de nous expliquer
son cheminement de pourquoi il a pris une décision de laisser faire cette compétition-là ou de la gagner et qu'est-ce qui a été le résultat de ça au final. Donc, le deuxième point que je voulais vous amener, c'était une question du public, donc d'une personne d'entre vous, et c'était Hello Memba. Hello Memba qui m'a écrit sur une de mes vidéos précédentes. Moi, je me pose la question, comment Dan peut-il survivre au chaos qui doit lui tomber dessus actuellement par rapport aux gestes que Dan a posés par rapport aux femmes? Je veux dire, juridiquement parlant, un joueur a-t-il des recours possibles contre une émission qui choisit de diffuser un 2 heures aussi rough à son endroit? T'en penses quoi? Je sais que quelques joueurs s'en sont déjà pris au show, mais je ne pense pas qu'ils ont déjà réussi. Bon. Ça, c'est un dilemme aussi. Il y a beaucoup de gens qui parlent. Je vais prendre le cas comme de Mathieu avec Occupation Double. Et il y a eu des cas comme Joanie aussi à Occupation Double. Des cas où ce que la production montre beaucoup de contenu négatif par rapport à un joueur. Et les gens se demandent toujours, est-ce que le joueur il y a des recours en arrière de ça? La réponse, non. En fait, très peu. Et les contrats de production sont extrêmement clairs. Tout le matériel que vous procurez à la production d'une télé-réalité, absolument tous vos faits et gestes pendant toute la durée, de la saison, leur appartient. Quelque part, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec ça. Par contre, la seule règle qui existe, c'est que la production ne peut pas dénaturer ce que vous faites. C'est-à-dire que si pour la production, ils considèrent que de montrer 5 heures en ligne de merde à votre sujet, mais c'est de la merde que vous avez faite, ben vous n'avez pas de recours. Par contre, s'ils décident de montrer 20 minutes de vous, mais que c'est complètement biaisé parce que c'est des montages de segments de 5 secondes qui se suivent et qui ont déformé la réalité pour vous montrer sous un autre jour, là, il y aurait des recours. Donc, les recours sont limités et c'est dur de montrer la mauvaise foi de la production. Parce qu'au fond, la production se défend derrière ça en disant « Écoute, tu l'as fait. Tu les as fait, ces gestes-là. Assume-les. Peu importe ce que tu as fait, peu importe, tu les as fait. Nous, on peut l'utiliser. » Donc, c'est un peu ça qui est comme un enjeu un peu particulier. J'en ai parlé aussi avec une de mes vidéos par rapport à la petite séquence vidéo qui avait été montrée de Carl dans l'Occupation Double où ce qu'on le voyait nu, entre autres. Et c'est très clair quand on signe des contrats par rapport à des téléréalités comme ça. Moi, c'était extrêmement clair que n'importe quoi, tout ce que je faisais pouvait être utilisé par la production. Même si ça me faisait mal paraître, si je l'ai fait, je l'ai fait. Si la production voulait utiliser juste le négatif sur moi, ben, il pouvait. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut, en tant que joueur, prendre le recul de se dire quelle image je veux montrer au public et à la production. Parce que si tu ne lui donnes pas de matériel pour te faire montrer sous une mauvaise image, ben, soit qu'ils vont pas te montrer pantoute, soit qu'ils vont te montrer sur un bon jour. Ça dépend. Donc, c'est de qu'est-ce que tu donnes à la production par rapport à ça. À partir du moment, et c'est pour ça fort probablement que Survivor a mis 2 heures intensifs sur Dan, c'est que Survivor a expliqué en même temps le contexte et comme ça, ils peuvent pas subir un procès pour diffamation ou autre. Ils vont dire, regardez, on a montré toutes les images, on a montré qu'est-ce qui se passait en arrière-scène, les joueuses qui venaient se plaindre, les gens qui parlaient, qui faisaient telle chose, les actions, on a montré des images des actions que Dan pouvait poser, comment que ça s'est... On a montré la réalité. Elle est pas belle, c'est pas nice, mais c'était la réalité. Et c'est probablement pour ça que Survivor a autant mis d'énergie à montrer ces images-là. Pour pas que ça semble être hors contexte ou au contraire que ça semble être banalisé. Qu'on dise, mon Dieu, Dan avait l'air un peu weird, les filles avaient l'air frustrées contre lui, mais il n'y a pas de raison. Et que là, on prenne Dan comme une victime dans la situation. Comme on... Je vais faire un comparatif, il est peut-être pas excellent dans la situation, mais un peu comme Kevin dans Occupation Double cette saison-ci. Kevin qui a pas toujours été correct, mais les gens se sont tellement acharnés dessus, puis il y a tellement de séquences qui n'ont pas montré que Kevin est devenu une victime derrière ça. Au lieu d'être pas nécessairement une victime, pas nécessairement un héros,
pas nécessairement un mauvais gars mange-marde à plein, mais tu sais, un gars qui est blanc et noir. Tu sais, un gars qui a des facettes positives et des facettes négatives derrière. Puis, c'est ça un peu qui est difficile à gérer par rapport à une production comme Survivor, Love Story, Occupation Double, Big Brother. Parce que tu veux quand même démontrer une certaine réalité et tu peux être fondamentalement limité aussi dans ce que tu montres. Je vais vous citer un autre exemple ici. Moi, de l'expérience que j'ai vécue à Love Story, autant dans le 4 que le 6, il y a des séquences qui n'ont jamais été montrées de certains joueurs. Et c'est des séquences terribles. C'est vraiment des choses dégueulasses qui se sont passées dans le loft. La production ne les a pas montrées, mais la production ne les a pas montrées parce qu'ils ont voulu favoriser un joueur. La production ne les a pas montrées parce qu'ils ne pouvaient pas les montrer à l'heure d'écoute où ce que le show passait. C'est niaiseux de même. C'est plate, mais c'est comme ça. C'était tellement intense que sur l'heure du souper ou à 6h, 8h le soir, selon les règles télévisuelles, tu ne peux pas montrer ce genre de séquence-là. Tu ne peux pas montrer ce genre de propos-là. Est-ce qu'on peut en vouloir à la production à ce moment-là? Non, mais c'est plate. C'est plate parce qu'il y a certains joueurs qui sont quand même ressortis avec une image correcte ou bien, même positive, qui aurait dû sortir avec une image de marde, à mon humble avis. Mais ça, c'est mon avis. Donc pour la question Hello Mamba, non, il n'y a pas vraiment de recours, à moins vraiment que la personne soit capable de vraiment prouver, hors de tout doute, que ça a été un montage diffamatoire, que c'était fait de façon consciente et de façon illégitime. De dire, non, j'ai pas dit ça, et ils ont placé plusieurs segments, un à la suite de l'autre, pour me faire mal paraître, mais c'est pas du tout ce que j'ai dit. Ils ont sorti toutes les choses que j'ai dit de hors contexte et ils les ont rassemblées ensemble pour faire un melting pot de quelque chose, et c'était vraiment pour nuire à mon image. Mais sincèrement, des shows de télé aussi gros qui font autant d'argent ne se risqueront pas sur un terrain comme ça, un terrain super glissant qui pourrait faire jurisprudence, on s'entend. Fait que généralement, les maisons de production comme ça vont donner du contexte, vont donner du stock, et même si c'est long, même si c'est hard, c'est la vérité quand même. Le joueur l'a fait. Et c'est toujours cet aspect-là qu'il faut que vous preniez en compte. Et je vais prendre mon exemple encore une fois à Love Story 6. Souvent, les gens me disent que à Love Story 6, j'ai très bien joué, mais j'ai été moins spectaculaire que dans le 4. Et vous avez totalement raison. La différence que moi j'ai faite à Love Story 6, que les autres joueurs de Love Story 6 n'ont pas faite, j'ai sciemment et de façon vraiment d'avance, là, je faisais attention aux erreurs que je pouvais faire. Donc, je jouais un jeu très défensif dans Love Story 6. C'est-à-dire que moi, je voyais les joueurs autour de moi commettre erreur sur erreur sur erreur. Les gros joueurs légendaires qui avaient énormément d'ego se sont tous plantés à cause de leur gaffe. Moi, je gérais mes erreurs. Je gérais la façon. Puis c'est exactement dans cette ligne de pensée-là que j'ai joué Love Story 6 en me disant mes erreurs peuvent me coûter beaucoup plus facilement la game qu'autre chose. Et donc, on a vu des gens comme Cass qui a fait des erreurs stratégiques monumentales au début de la game. On a vu Kevin Kyle avec... bon, lui, il est parti de lui-même, mais son comportement à l'interne était assez exécrable. Delphine qui s'est mis au balotage par elle-même. Les agissements de Mathieu Baron. On a vu Arcadio Dominique se planter quand ils se sont embrassés puis qu'il était en couple à l'extérieur du jeu. Les gens ont commis énormément d'erreurs. David, avec le fait qu'il a essayé de soudoyer une petite fille. C'est toutes des erreurs qui ont miné la crédibilité de ces joueurs-là, qui ont miné leur chance de gagner. Puis je vais vous en parler probablement par rapport à ça, par rapport à Occupation Double, avec l'heure de vérité. Mais c'est arrivé aussi à Occupation Double cette année que Matt Trudy ont failli perdre à cause d'une erreur de Matt. Fait que, puis ça, je vais vous en reparler un peu dans le prochain vidéo, comme je vous disais, mais de gérer ces erreurs est extrêmement important, est aussi important
que de bien performer et de faire des moves d'impact. De bien gérer ses erreurs, c'est aussi de bien paraître à TV. Donc, advenant que tu ne gagnes pas, au minimum, peut-être que le public va t'aimer. Et si le public t'aime, il y a peut-être des chances que tu te fasses réinviter. Et c'est là la dynamique de dire, OK, qu'est-ce qui vaut le plus dans tout ça? Une saison où tu arrives, tu es en désavantage, par exemple, je vais prendre la saison passée. Rick Devon n'est peut-être pas le meilleur exemple, mais Rick Devon était extrêmement aimé du public. Il s'est rendu loin, il n'a pas gagné. S'il avait réussi la compétition de feu, il aurait gagné. On s'entend, là, je pense que c'était clair comme, comme de l'eau de roche. Mais il y a des joueurs comme ça qui peuvent se rendre loin, mais qui malheureusement, soit que numériquement, ils n'ont pas l'avantage, c'est extrêmement difficile pour eux autres, et que tous les joueurs veulent les sortir depuis un long moment, et qui n'ont pas d'opportunité de survie. Ben, ces joueurs-là, c'est avantageux pour eux autres de bien paraître au public parce que de revenir faire une autre saison de Survivor plus tard pourrait les avantager. Ils pourraient tomber dans une alliance ou dans une tribu dominante qui va les amener beaucoup plus loin ou qui lui donne une meilleure chance de succès sans nécessairement devoir se donner à fond à 1000%. Là. Donc, il y a une dynamique que les joueurs n'ont pas conscience de ça. Ils essayent d'être. Ils se lancent là-dedans, ils sont émotifs, ils jouent sans réfléchir. Et moi, je pense que dans une télé-réalité, peu importe laquelle, la Story, Occupation Double, Survivor, Big Brother, surtout les télé-réalités stratégiques, il faudrait que les joueurs soient un peu plus conscients de l'image qu'ils projettent, des gestes qu'ils posent, et qu'à chaque instant, à chaque seconde de leur jeu, ils se posent la question de dire qu'est-ce qui serait le mieux que je fasse dans telle situation? Qu'est-ce qui optimiserait mon jeu à l'instant présent pour réussir à... Puis je sais que c'est difficile, même moi j'ai eu de la difficulté quand j'ai été dans l'offre, mais il faut être capable de prendre ce recul-là et d'accepter des fois que tu sois un peu plus en retrait ou que tu aies moins de grip sur le jeu, mais de mieux paraître et de mieux ressortir dans le jeu et peut-être que même stratégiquement ça va t'aider. Donc, encore là, je vais vous citer mon exemple à Love Story 4. Il y a beaucoup de gens qui me disaient, surtout du monde du public, qui disaient ouais, Sébastien, il dort beaucoup. Le jour, il dort, il fait rien. Les autres font toutes des affaires. Les autres bougent, les autres font des activités ensemble. Puis j'en étais pleinement conscient. Mais l'important dans l'offre, c'était pas d'arriver et de faire plein de petites activités cute, de faire la vaisselle, de faire à manger, de faire ci, de faire ça. Le public s'en contrefou de ça. Ce qui est important dans un show comme celui, c'était de donner un show. Même si c'était juste 15 minutes par jour, c'était de maximiser ces 15 minutes-là pour que ton 15 minutes, il passe dans l'émission le soir. Même si tu avais été complètement inactif pendant 23h45 minutes, c'est pas grave. Si tu as réussi à percer ton 15 minutes, ben c'est là que c'était important. Puis, parce que c'était le public qui votait. Évidemment, dans une dynamique comme Survivor, c'est les gens à l'interne qui votent. Donc, c'est sûr que la stratégie est différente aussi. Il faut que tu t'adaptes à cette stratégie-là. Donc, Survivor, il faut que tu aies une stratégie beaucoup plus axée sur les autres. Ce que j'avais pas à Love Story parce que je considérais que ça n'avait que peu d'importance pour ma game au départ. Donc, c'est pour ça que je vous dis, bref, il n'y a pas tant de recours. Il y en a, mais c'est assez exceptionnel. Et c'est pour ça que peu importe la personne, les personnes qui ont pu essayer de poursuivre des télé-réalités, ça n'a jamais fonctionné parce que les contrats sont assez bétonnés que la production peut pratiquement tout utiliser puis tout faire. Sérieusement, c'est pratiquement ça. Pour eux, c'est de dire, en échange du fait que tu te fais voir pendant 2 mois et demi ou 1 mois et demi, ou peu importe la durée de la télé-réalité, nous, on te donne cette visibilité-là de façon purement gratuite. T'es pas quelqu'un d'exception, c'est pas parce que tu sais chanter, c'est pas parce que t'es extraordinaire à quelque chose, à faire des tours de magie ou wow, t'es quelqu'un de bien normal. On te donne quand même une plateforme où ce que tu peux te faire voir pendant 2 mois et demi de temps. Rendu là, ce que tu fais avec, ça t'appartient. Puis nous, on va montrer ce qui nous tente de montrer, mais en autant qu'il ne dénature pas ce que tu as fait. Donc, de montrer juste du négatif de quelqu'un, ben c'est plate, mais tu l'as fait quand même.
Puis c'est pas une excuse. Et je vois beaucoup les gens qui défendent, entre autres, Mathieu à Occupation Double, qui font comme ouais, ben là, la production s'est acharnée sur lui. Non. Ce qu'il a dit, il l'a dit. Ils ont montré des extraits de ce qu'il a dit. Ils ont été fair par rapport à ça. Est-ce qu'ils ont été fair par rapport à ce qu'ils ont montré de Kevin? Là, c'est une autre histoire. Mais par rapport à Mathieu, c'est comme, il l'a dit. Ils n'ont pas fait de montage avec ça. Il l'a dit, il l'a assumé, puis ils l'ont montré. C'est plat, mais c'est ça. Il faut arrêter de trouver toujours des entités à blâmer, puis dire, ah, c'est la production, ah, c'est ça, c'est ça. Non. Ultimement, c'est tes actions qui ont été jugées, c'est tes actions que tu as commis dans le jeu. Ben, c'est même valeur, c'est tes actions que le public va se rappeler. C'est comme ça. Fait que j'espère que ce vidéo aussi vous a plu. Ça a été deux petits sujets que je voulais vous amener aujourd'hui. J'espère que j'ai bien répondu à ta question, Hello Mamba. Et de toute façon, on se retrouve pour un prochain épisode la semaine prochaine. Bye bye.